Salut les compagnons! Depuis maintenant plusieurs mois, j'ai entamé mon virage de développeur freelance dans la blockchain. Et si tu as raté les épisodes précédents où je te décris tout ça, je te mets les liens dans la description. Comme je te l'ai expliqué, j'ai vécu cette transition comme une reconversion. Ce qui est au final assez étrange puisqu'en fait, je fais toujours le même métier, développeur. Mais la manière de l'exercer est tellement différente que j'ai l'impression de redécouvrir ce métier. Ça m'avait fait la même chose quand j'étais passé du C++ pour desktop au Ruby on Rails pour le web. Cette fois, je plonge dans le Solidity pour les apps blockchain et la rupture est encore plus marquée. Je t'avoue que depuis quelques années, j'avais perdu le goût de développer. Ça me semblait fade. Je retrouvais un peu toujours les mêmes paradigmes et une certaine lassitude m'empêchait de me plonger à fond dans une nouvelle techno. Seul le sens de ce que je faisais m'apportait de la satisfaction et j'avais du mal à y retrouver le plaisir technique. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Je me suis plongé dans le dev mobile natif, mais que c'était lourd. J'avais envie de renouer avec les langages typés statiquement, certes, mais là c'était un peu trop lent. Le cycle de dev m'attirait moyennement et une fois les mains dedans, c'était bof en fait. Pourtant c'est plutôt sexy le dev mobile, mais moi ça me parlait pas. Du coup j'ai joué avec Flutter, c'est vraiment un framework intéressant, la promesse d'écrire l'app qu'une fois était alléchante, plutôt bien réalisée. Je songeais déjà à tout ce que j'allais pouvoir faire avec, mais non. Une fois dedans, une fois les mains dedans, bah non ça me parlait pas. J'avais qu'une envie, refermer l'IDE. Et puis, au détour de mes recherches, pour trouver ce que j'allais faire après avoir transmis mon ESN, je suis tombé sur le Solidity. Le Solidity, c'est un des langages de prédilection pour écrire des apps distribuées sur la blockchain. Au début, j'ai regardé ça de loin, puis j'ai fait un petit tutoriel, comme ça, pour voir. Je me souviens encore du moment qui a fait disjoncter mon cerveau. Je venais d'écrire un petit programme tout bête, tout simple. Je l'avais déployé sur une blockchain de test, et je voyais qu'à chaque modification, je devais redéployer mon binaire. Et là, je me suis demandé, naïvement, ok, mais pourquoi on doit redéployer à chaque fois? Comment je fais pour mettre à jour mon app? Alors, j'ai demandé à mon super copain Google, et la réponse m'a juste décapé le cerveau. Tu vois, en mode, tu prends une grosse rafale de vent à 200 km/h dans la tête, la bouche grande ouverte. La blockchain est immutable, donc tu ne mets pas à jour une app déployée. Et là, c'est un feu d'artifice dans ma tête. Est-ce que tu imagines l'impact que ça a en termes de processus de fabrication, de test, d'adaptation de ton code, de gestion de risque ou encore de sécurité? J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à enseigner qu'il valait mieux aller vite que faire parfait, parce que justement tu pouvais facilement changer ton code. Et là je me prenais une contrainte qui invalidait cette heuristique en un revers de main. Juste pour que tu te rendes compte, prends 10 secondes pour imaginer que tu codes ton app et qu'une fois celle-ci déployée, tu ne puisses plus la modifier. Plus du tout, imagine. Tu n'as même plus la main sur tes utilisateurs qui continuent d'interagir avec elle sans te demander ton avis. Ça peut sembler étrange, mais j'ai instantanément raccroché et j'avais une envie folle d'explorer les conséquences de cette contrainte. Alors, avec quelques mois de recul, j'ai envie de partager avec toi ce que ça change de travailler sur la blockchain. Alors pour commencer, je viens de te l'expliquer, la blockchain est immutable. C'est-à-dire que lorsque tu auras déployé ton code, celui-ci ne pourra plus être modifié. Premier impact immédiat, il vaut mieux tester intensivement ton code. Bon, du coup tu me connais, ça c'était plutôt un bon point pour moi. Alors je fais du TDD, mais pas que. Je fais aussi des tests de non-régression que je teste en cassant mon code pour voir s'il marche bien. Mais globalement, tu as plutôt intérêt à avoir testé chaque détail de ton code et vraiment bien. Et attention à ne pas te laisser berner par l'apparente simplicité de certains contrats. Une erreur peut vite se faufiler. Je parle de contrat car l'unité atomique déployée sur une blockchain de type Ethereum est un smart contract. Au-delà des tests intensifs, il faut prévoir ce que tu n'as pas prévu. Et là, j'avoue que j'ai un peu l'impression de me renier. J'ai toujours refusé de chercher à anticiper pour pouvoir me concentrer sur ce qui est utile maintenant et rester centré dessus. Mais quand tu codes pour la blockchain, il faut. L'impact n'est pas forcément d'ajouter du code supplémentaire pour le cas où. Ça serait coûteux en gaz, on y revient après, et une surface de risque supplémentaire pour les attaques. On y revient aussi après. C'est plutôt qu'il faut introduire une certaine souplesse dans ton code. Par exemple, je devais écrire un contrat qui intégrait une limite par utilisateur. Au début, j'avais prévu de rendre cette limite constante. Et finalement, j'ai eu besoin de la rendre modifiable pour tester mon contrat correctement. Heureusement, car un petit bug pernicieux s'était faufilé dans le contrat, bien que le contrat ait été audité, et le fait que cette limite soit modifiable a permis de contourner le problème. Il faut donc interpréter les cas d'usage et prévoir une implémentation qui apporte le plus de souplesse possible. Autre point, les frais de gaz. Il faut savoir une chose, lire la blockchain est gratuit, écrire dessus est payant. C'est ce qu'on appelle les gas fees, ou frais d'essence. En gros, c'est ce qui permet de rémunérer ceux qui font tourner le réseau, et aussi de réguler le réseau en faisant varier le prix du gaz. Et vu le prix de certaines chaînes, ça peut piquer. Et comme tu payes à l'instruction à exécuter, tu y réfléchis à 2 fois pour faire ton algo. D'ailleurs, ça amène à écrire du code qui n'est pas toujours très dry, et tu peux vite te retrouver avec de la duplication ici et là. Comme toujours, c'est un compromis à trouver entre la lisibilité du code, la maintenabilité pour les évolutions futures et une certaine efficacité en termes de consommation de gaz. Là aussi, c'est une vraie rupture par rapport à ma manière de coder dans le Web 2. Quand je code une app web, j'ai tendance à éliminer chaque ligne de code redondante. Oui, je sais, j'ai un TOC, c'est pas ma faute. Il faut dire que ça me pique les yeux, alors je refactor. Mais sur la blockchain, tu y réfléchis à 2 fois avant de faire un extract méthode, car les frais de gaz peuvent sérieusement changer selon comment tu écris les choses. Autre point, les enjeux de sécurité.
Là aussi, c'est un gros changement. Jusqu'à maintenant, je me préoccupais peu de ce point. Je connaissais les failles classiques de mon framework, j'avais mes points de vigilance, mais je peux pas dire que la sécurité était une obsession, loin de là. Alors attention, j'y faisais gaffe, j'étais vigilant, mais il faut reconnaître que c'était plutôt basique. En tout cas, je ne passais pas mes journées sur des blocs de sécurité. Là, c'est différent. La sécurité est une partie intégrante majeure. Il faut voir qu'un contrat peut facilement voir transiter des actifs dont la valeur dépasse le million d'euros. Facile, voire des dizaines ou des centaines. La moindre erreur se paie au prix fort. Les actifs volés sont irrécupérables. Autant, si tu te fais hacker ton compte en banque, il est assez probable que tu récupères tes fonds si tu agis assez vite. Autant sur la blockchain, il n'y a pas de contrôle Z. Ce point est d'autant plus critique que la plupart du code est disponible sur Internet. En effet, les projets sont fortement incités à publier leur code pour montrer patte blanche. C'est d'autant plus facile de l'analyser et trouver d'éventuelles failles. Il faut donc se tenir à jour des attaques faites, analyser et comprendre comment les hackers s'y sont pris pour intégrer de nouvelles bonnes pratiques dans le développement. Il faut aussi se mettre dans la peau d'un hacker pour changer de point de vue et chercher comment on pourrait pirater tel ou tel contrat. J'avoue que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, en plus d'être riche d'enseignements pour sa propre pratique ensuite. Bon là, j'ai parlé de quelques points techniques, ceux qui m'ont le plus marqué. Mais tu as aussi des choses intéressantes du point de vue du marché. Un point assez amusant, tu es rarement payé en euros. À moins de travailler avec des boîtes immatriculées en France, la plupart des projets te payent en crypto-monnaie. Alors tu vas me dire, c'est juste une histoire de conversion. Oui et non. Certaines cryptos sont stables. D'ailleurs, on les appelle des stablecoins. Par exemple, le prix de l'USDC est indexé sur le cours du dollar. Du coup, tu prends assez peu de risques en acceptant cette crypto. Certaines cryptos ont des cours plus ou moins volatiles. Tu peux être payé en Ether par exemple, qui peut fortement varier, mais qui reste une valeur assez sûre au sein des cryptos. Bon après, tu sais que ça peut perdre 30% en quelques jours, mais que ça va probablement remonter d'autant. Il faut juste pas être pressé. Et enfin, plusieurs projets émettent leurs propres jetons, leurs propres tokens. Et là, c'est carrément plus aléatoire. L'amplitude peut être vraiment importante. Sur certains projets, mon TJM peut varier de moins 50 $ par jour, ouais, j'y suis de ma poche, à plusieurs milliers de dollars par jour selon la valeur du token au moment où je le vendrai. Tout ça se mélange avec des enjeux fiscaux importants car les crypto-monnaies sont reconnues par l'État comme des actifs financiers avec une fiscalité bien particulière. Autant sur le plan personnel c'est presque simple, autant pour une société c'est un joyeux bazar et chacun y va de son interprétation sur la manière dont doivent être traités les paiements en crypto-monnaie. Et enfin, et non des moindres, la blockchain ne dort jamais. Ta banque ferme le soir. Même les marchés ferment le week-end, mais pas la blockchain. Même les gens qui sont là-dedans ne s'arrêtent jamais. Il n'est pas rare d'avoir des points téléphoniques le week-end ou le soir après 20h. Tiens, encore hier, fait véridique, à 22h, j'ai un prospect qui me propose d'échanger. Et je dois t'avouer que j'ai aimé ça et je suis tombé dans un excès qu'il m'a fallu très vite corriger. Entre la passion pour ce nouvel écosystème, la pression de faire mes preuves et m'y trouver une place, le besoin de faire bouillir la marmite, j'étais dans un déséquilibre bien trop fort. J'en étais conscient, même si je sous-estimais clairement l'impact, et à un moment donné, il a fallu que je mette le holà tout seul. Je sentais que ça tirait trop sur la famille, je n'arrivais même plus à profiter des moments qu'on passait ensemble. J'avais le cerveau constamment ailleurs. Physiquement, je ne prenais plus le temps d'aller faire du sport et je sentais mon corps se raidir et s'empâter. Quand j'avais commencé mon exploration, j'avais été surpris par le nombre de personnes dont j'entendais parler qui s'étaient brûlées. Mais j'ai vite compris, entre la passion pour une technologie en plein essor, un écosystème bouillonnant, des opportunités qui dépassent vite les 7 chiffres et un sentiment permanent d'être sur la brèche, c'est facile de tomber dans un déséquilibre qui fait disjoncter le cerveau. Et personnellement, ça a été mon plus gros défi, réguler mon implication dans la blockchain. Heureusement, des projets comme Artisan Développeur m'aident à remettre les pieds sur terre et m'apportent un certain équilibre dans mon rythme de travail en m'obligeant à ralentir. Bon, à côté de ça, il y a des choses qui ne changent pas. Bah oui, après tout, ça reste du code. Donc je travaille avec un IDE, j'écris du code qui fait des trucs et donc j'ai besoin de les tester. Et là, je récupère tout le bagage que j'ai pu acquérir sur l'écriture de tests, que ce soit pour faire du TDD ou simplement écrire des tests de non-régression. Et oui, il m'arrive maintenant d'écrire des tests de non-régression quand j'ai vraiment envie de me rassurer, surtout sur des scénarios assez complexes. Les concepts d'architecture sont différents, mais je m'appuie sur mes heuristiques, comme le principe de responsabilité unique, qui vont s'exprimer différemment. Par exemple, on va réfléchir sur les responsabilités d'un contrat et voir comment on peut le faire interagir avec d'autres pour isoler les responsabilités, les risques d'attaque et favoriser la maniabilité. Et tout ça en trouvant un bon compromis sur l'utilisation du gaz. Alors petit instant auto-promo, si tu as envie d'apprendre ce genre de compétences profondes qui te seront utiles quelle que soit la stack sur laquelle tu bosses, viens jeter un œil au cursus Artisan Développeur. Le lien devrait s'afficher quelque part et sinon il est dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle a suscité des questions, échangeons avec plaisir dans les commentaires. Je sais que le Web3 et la blockchain amènent un mélange intéressant de méfiance et de curiosité, alors si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Ciao!